Les îles Samoa en fait sont le seul archipel de Polynésie et fait partie des très rares endroits en Océanie où la pratique rituelle et traditionnelle du tatouage n'a pas été interdite, mais en tout cas les tentatives d'interdiction des missionnaires au XVIIIe siècle n'ont pas aussi bien marché à Samoa qu'ailleurs en Polynésie. Donc la première séquence, on a vu que c'était la méthode de fabrication du pigment. Donc c'est un des savoir-faire qui constitue une des valeurs du tatouage samoa à l'heure actuelle. La deuxième séquence, donc, vous avez vu, ça concernait les gestes particuliers, la technique particulière qui a été conservée donc, dans certaines familles de dépositaires aux îles Samoa. Et également, la dernière partie est intéressante, je vais expliquer tout ça plus en détail par la suite. La dernière partie qui est la partie plus cérémonielle et qui concerne toutes les actions qui vont être faites sur le corps du jeune initié afin de lever donc, des interdits rituels, des tabous et également de neutraliser l'action de ce pigment, puisque ce pigment il est de moins en moins fabriqué, mais il est imprégné de certaines forces spirituelles. Notamment, il a la capacité de transmettre les intentions de certaines divinités dans le cas où le patient aurait mal agi pendant le rituel. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui étaient connues en Polynésie à divers degrés et qui ont été perdues parce que les missionnaires, lorsqu'ils sont arrivés dans ces îles, ont imposé des systèmes de loi, des systèmes d'amende afin de punir et afin de faire en sorte que cette pratique-là s'arrête. Donc, on va voir dans le fil de mon intervention comment toutes ces choses-là s'imbriquent entre elles et comment elles expliquent la situation actuelle. Pour commencer, je voulais simplement faire un tout petit rappel. Les îles Samoa se situent à l'extrémité de la dernière flèche, là, sur la droite. Et le peuplement en fait, de la Polynésie, et surtout le peuplement, c'est la région du monde qui a été peuplée la plus tardivement dans l'histoire de l'humanité, puisque les premiers peuplements polynésiens sont originaires d'Asie du Sud-Est, en particulier de Taïwan, et le peuplement de Polynésie commence environ il y a à peu près 3500 ans. Donc ce peuplement-là a continué donc, systématiquement, en fait, les peuples polynésiens ont systématiquement peuplé la région d'ouest en est, au point que la quasi-totalité des îles habitables dans cette vaste région sont effectivement habitées. Donc vous voyez sur ce petit schéma que le dernier archipel à avoir été peuplé en Polynésie, c'est la Nouvelle-Zélande, à peu près 1000 ans après Jésus-Christ. Donc si je vous montre cette carte, c'est parce qu'on va voir après en quoi elle permet de comprendre un petit peu l'unité technique, le fait que toute cette région utilisait la même technique de tatouage. Donc ça c'est une deuxième carte pour vous montrer de façon très lacunaire la diversité des formes de tatouage en Océanie. Si j'avais voulu poser des illustrations sur chaque endroit où il y a du tatouage en Océanie, il m'aurait fallu une carte 10 fois plus grande. Donc tout ça pour vous dire que en Océanie, donc comme vous pouvez le voir, il y a une grande diversité dans les iconographies. Et malgré qu'on puisse a priori s'imaginer que la région polynésienne et micronésienne, donc la Micronésie, c'est ce que vous voyez au nord-ouest de la région, malgré les idées reçues concernant le fait que les peuples polynésiens sont des peuples très culturellement homogènes, et en réalité, aussi bien les organisations sociales locales que les pratiques de tatouage, en fait, connaissent un certain nombre de variations qui sont, du point de vue du métier d'anthropologue, assez intéressantes à étudier. Et si vous voulez, tous ces différents motifs
ont finalement en contexte des applications différentes, des usages différents, si bien que la manière dont on utilise un tatouage à Samoa est totalement différente de la façon dont on utilisait un tatouage facial en Nouvelle-Zélande et se distinguait également du tatouage aux marquises. Donc tout ça pour vous dire que c'est une zone qui n'est pas culturellement aussi homogène qu'on le pense a priori, et les formes de tatouage, à ce titre, témoignent encore plus de cette diversité. Donc cela dit, on peut retenir un élément qui fait que cette région est homogène, c'est véritablement la technique de tatouage, puisque c'est une technique qu'on va retrouver de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'île de Pâques, c'est-à-dire dans toute la région océanienne et sud-est asiatique. Et c'est une technique donc, par percussion, donc on tient dans la main gauche un outil muni de pointe et dans la main droite un percuteur, et comme vous l'avez vu sur la vidéo, on insère le pigment par percussion, à l'aide à chaque fois d'une catégorie d'outils qui varie un petit peu selon dans ses formes, mais qui est en fait qu'on va retrouver, si vous voulez, dans toute la région. Donc les instruments, les matériaux sont importants. C'est en général des matières osseuses, donc ça peut être des os d'oiseaux, des défenses de cochons sauvages comme à Samoa. Dans certaines régions, on va utiliser des épines de citronnier. Et certaines sources semblent dire que ces pointes auraient pu être faites à partir d'ossements humains. Cela dit, les archéologues, lorsqu'ils ont trouvé des restes de ces outils à tatouer dans différentes régions, ont à chaque fois trouvé des matériaux qui ne sont pas des ossements humains, donc ça peut être soit de l'ivoire, et récemment on a également découvert que certains outils à tatouer pouvaient être faits à partir de coquillages. Donc les ossements humains, c'est une supposition, mais qui peut également relever du fantasme. Les pigments, vous l'avez vu, à Samoa, donc ils sont faits à partir d'une noix qu'on appelle la noix de Bancoulier. En particulier, on récupère la graine, on la fait brûler et on fait ce pigment à partir de la suie. D'une manière générale, tous les pigments à tatouer en Océanie sont faits à partir de la combustion de végétales. Donc, dans plusieurs îles, c'est cette fameuse graine de Bancoulier, mais ça peut être une graine de l'arbre Calophyllum aussi, qu'on appelle en tahitien tamanou. Et dans d'autres régions, ça va être de la gomme de kaori. Et les Maoris, notamment, en Nouvelle-Zélande, utilisaient des larves d'insectes fossilisés. Donc, si vous voulez, des larves d'insectes qui ont séché, pas fossilisés, mais qui avaient séché, et dont on les faisait brûler, on faisait du pigment avec ça. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'outillage, c'est les ustensiles de tatouage d'un tatoueur que j'ai rencontré à Samoa en 2001. Donc vous avez à peu près tous les instruments dont un tatoueur a besoin, c'est-à-dire le percuteur, les défenses de cochons sauvages qui vont servir de matière première pour construire les pointes. Le set d'outils qui, chez ce personnage-là, était particulièrement sale et pas très bien entretenu. Et le conteneur qui s'appelle un tukuma, que peu de tatoueurs continuent à utiliser aujourd'hui, mais qui est extrêmement important dans la mythologie, puisque le tatouage à Samoa a été importé par des divinités. Et la tradition orale en fait explique que ces divinités ont simplement donné le fameux conteneur avec les outils, mais la tradition orale ne dit rien des motifs, ne dit rien de la manière d'utiliser ne dit rien sur la façon dont on doit utiliser ces outils, de sorte que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le savoir-faire des tatoueurs à Samoa est considéré en partie comme un savoir-faire non transmissible. C'est-à-dire que c'est un don. Aujourd'hui, les tatoueurs disent que c'est un don de Dieu parce qu'ils sont tous chrétiens, mais une part du savoir-faire des tatoueurs est non transmissible au sens où c'est un savoir-faire d'origine surnaturelle ou divine. Donc ça, cette carte-là qui a l'air un petit peu bizarre, c'est la répartition de cette technique de tatouage à l'échelle de l'Océanie et de l'Asie du Sud-Est. Donc vous voyez que
il n'y a pas d'autre endroit au monde où on utilise cette technique de tatouage, c'est uniquement de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'extrême est de l'Océanie. Et chose assez intéressante, cette technique et la répartition géographique de cette technique correspond à peu près exactement à la manière dont la langue originelle de cette région est distribuée. Donc les langues parlées dans toute cette région, on appelle ça des langues austronésiennes, ils ont une racine commune, si on fait des analyses linguistiques, toutes ces langues ont le même ancêtre. Et donc il y a fort à parier que lors des migrations, le tatouage, si vous voulez, s'est déplacé pendant ces migrations. Alors, cette remarque peut paraître un petit peu triviale, mais en réalité, elle est importante parce que pour souligner le fait qu'il n'y a pas de diffusion du tatouage à partir d'un centre, il y a beaucoup de théories qui expliquent que les techniques se diffusent à partir de centres où on aurait développé des techniques élaborées. Ici, on a une technique qui voyage avec les gens qui peuplent les îles. Donc il n'y a pas, si vous voulez, un endroit particulier où on aurait vraiment développé cette technique qui se serait développée un petit peu distribuée en étoiles. Là, on a vraiment une distribution qui semble correspondre à peu près point par point avec la façon dont les peuples ont migré et se sont installés dans les îles. Donc, on va passer plus précisément aux îles Samoa. Donc, les îles Samoa, elles sont découvertes en 1722 par un voyage exploratoire hollandais à la fin du XVIIIe siècle. Les Hollandais cherchaient de nouvelles routes commerciales. Ils sont parmi les premiers explorateurs européens, c'est pas les premiers, mais ils font partie des premières grandes explorations européennes à découvrir, à faire des premières rencontres avec les Polynésiens. Et la façon dont ces explorateurs hollandais en 1722 ont décrit le tatouage indique que la forme de tatouage qui est utilisée à Samoa aujourd'hui est sensiblement la même qu'en 1722. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est une illustration du 19e siècle, très probablement 1877, qui montre un petit peu comment le tatouage était pratiqué à Samoa au 19e siècle. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il était pratiqué de façon assez différente, au sens où un grand nombre de femmes, en tout cas, participaient activement à l'opération en tant que support, donc soutien psychologique et pour apaiser la personne qui est en train de se faire tatouer. Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans les opérations, mais beaucoup plus lorsque ce sont des femmes qui se font tatouer. Lorsque ce sont des hommes, en général, les femmes se tiennent plus à l'écart parce qu'on tatoue très près des parties génitales et notamment de l'anus. Et effectivement, c'est aujourd'hui dans un contexte où on est beaucoup plus catholique ou protestant, il est un petit peu inconvenant d'être trop à proximité de ces parties du corps-là des hommes. Donc, très rapidement, à partir du début du XIXe siècle, après ces premières explorations, qui n'avaient pas pour objectif de s'installer dans les îles, mais simplement soit de trouver des routes commerciales, soit éventuellement de trouver des endroits où on pourrait faire relâche et où on pourrait faire le plein en vivre. À partir du début du XIXe siècle, donc, à une époque où le commerce et les voyages dans le Pacifique s'intensifient, ce sont les missionnaires qui arrivent, et les missionnaires sont parmi les premiers Européens à véritablement habiter dans les îles Samoa. Et dès 1830, les missionnaires de la protestante de la Société missionnaire de Londres sont ceux qui vont avoir un impact assez important sur le tatouage et sur d'autres pratiques pré-chrétiennes. Et notamment, ils ont essayé d'interdire cette pratique parce qu'elle était associée
bon, en premier lieu, parce que dans la Bible, il y a un article de l'Ancien Testament qui interdit de se marquer le corps, mais surtout parce que la pratique du tatouage à l'époque était vraisemblablement associée à des prestations, ce qu'on appelle des prestations matrimoniales, c'est-à-dire que il fallait être tatoué pour trouver une femme, et si vous voulez, obtenir un tatouage était directement connecté avec le fait de prendre l'épouse et de commencer une relation économique avec la famille de l'épouse. C'est-à-dire, à partir du moment où on avait une épouse, on allait commencer à échanger des nattes fines et un certain nombre de biens cérémoniels précieux. Et puis ces cérémonies de tatouage étaient également associées à des danses nocturnes qui ont été très décriées par les missionnaires. Les missionnaires, dans leur correspondance, sont horrifiés par le fait qu'à Samoa, la nuit, des jeunes gens se mettent à danser un peu comme des fous, un peu de façon désordonnée, en retirant leurs habits, en simulant des actes sexuels avec des jeunes femmes. Et c'est quelque chose qui a beaucoup répugné les missionnaires, d'autant que ces pratiques de danse nocturne s'intensifiaient à la fin des opérations collectives de tatouage. Donc les missionnaires à Samoa ont mis en place, comme ailleurs, comme à Tahiti, comme à Hawaï, comme partout en Polynésie, ont mis en place un système d'amende et de punition à l'encontre des personnes qui se faisaient tatouer, mais également à l'encontre des tatoueurs. Donc on a dans toute la Polynésie, on retrouve des codes de loi qui ont été soit imposés directement par les missionnaires, soit relayés par les chefs locaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait réussi à convertir un chef, c'est le chef qui allait relayer la parole des missionnaires et qui allait lui-même imposer ce système d'amende. Donc on a des systèmes d'amende, si on trouve une personne qui se fait tatouer, elle va payer 5 $ d'amende, ou alors elle va demander à sa famille de tresser 4 nattes. On a des amendes aussi qui concernent le fait d'aller travailler sur les routes, puisque c'est l'époque où, même si la colonisation ne s'est pas véritablement installée, on a un certain nombre de marchands locaux et d'administrateurs qui commencent à préparer le terrain à une véritable colonisation, et donc ils construisent des routes. Donc, aller faire travailler un indigène sur la route constitue aussi une forme de punition s'il s'est fait tatouer. Et jusqu'à très récemment, l'église protestante samoane interdisait toute personne tatouée d'intégrer la congrégation. Alors à Samoa, la situation est assez particulière et c'est assez exceptionnel parce que le territoire samoan est assez vaste à l'échelle de la Polynésie et il comprend donc un groupe oriental avec de toutes petites îles très montagneuses et un groupe occidental avec des îles montagneuses mais très étendues. Et il se trouve que l'installation des missionnaires s'est faite beaucoup plus facilement dans les petites îles, et ils ont eu un contrôle beaucoup plus aisé sur la population dans ces îles-là, donc les îles orientales, alors que dans les îles occidentales, ils ont rencontré un certain nombre de résistances, et notamment certains chefs locaux, puisque les îles Samoa, c'était un système politique qui était très décentralisé, donc des chefs locaux faisaient ce qu'ils voulaient sur leur territoire, et ils n'avaient pas à obéir à une sorte de roi ou de chef suprême. Donc certains chefs locaux avaient simplement décidé qu'ils n'accueillaient pas de missionnaires dans leur village et qu'ils continuaient leur pratique païenne, entre guillemets, et que par conséquent, les missionnaires n'avaient aucun impact sur certaines régions. Donc ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas tout le territoire qui a résisté à l'influence des missionnaires, mais certaines poches, certains villages, et ça se voit très bien lorsqu'on étudie la correspondance des différentes missions, certains villages ont été réticents à l'adoption du christianisme, en tout cas dans les premières années, c'est-à-dire entre 1845 et 1860, on a un certain nombre de lettres des missionnaires qui expliquent que dans tel village, le chef Soua n'est pas intéressé ni par les catholiques ni par les protestants, il continue de pratiquer des vieux rituels, et que d'autres chefs dans d'autres villages continuent à convoquer des jeunes hommes pour leur financer leur tatouage, puisque le tatouage à cette époque-là était une opération de rite d'initiation collectif qui était financée donc par un membre de
la chefferie. Et c'était un moyen de s'assujettir à un certain nombre de jeunes hommes, et aussi de leur faire intégrer le groupe en quelque sorte, de construire une cohorte qui était destinée à défendre les villages en cas d'attaque, et également à servir le conseil des chefs. Donc ça, ce que je vous dis là, ça fonctionne encore aujourd'hui. Les Samois, c'est une chefferie traditionnelle. Chaque village et chaque district a ses lieux de réunion. Et dans ces lieux de réunion, en général, ce sont des jeunes hommes. Dans les régions les plus reculées de Samoa, ce sont des jeunes hommes tatoués qui font le service des chefs, même s'il n'y a plus de guerre intertribale. Et dans certaines régions où j'ai travaillé, le tatouage a encore cette fonction sociale et cet usage social de permettre à des jeunes hommes de servir les chefs, puisque à Samoa, c'est en servant les chefs qu'on devient soi-même un chef. Donc, pour résumer, c'est parce que cette pratique-là a été associée à d'autres rituels que les missionnaires ont souhaité, sont parvenus à l'interdire dans la plupart du territoire, sauf dans quelques villages. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité à Samoa, c'est cette continuité du tatouage, parce que le territoire faisait qu'on pouvait continuer à pratiquer le tatouage un peu à l'écart, et aussi parce que des chefs particulièrement réticents à l'influence chrétienne ont permis de maintenir cette pratique. Dans mes recherches, j'avais trouvé une lettre de missionnaire dans les années 1870 où le missionnaire anglais expliquait qu'il avait enfin réussi à détruire le dernier temple où on vénérait les déesses du tatouage après la mort d'un de ses fameux chefs réticents. Il est allé voir les autres chefs, il leur a dit bon, maintenant qu'il est mort, ça y est, on peut brûler, c'est bon, vous êtes tous d'accord. Et finalement il était très satisfait que ce chef-là soit décédé pour enfin pouvoir brûler le dernier, ce qu'il appelait le dernier temple païen des îles Samoa. À la différence de Tahiti et de Marquise, à Samoa il n'y avait pas grand-chose à brûler en termes d'idoles et d'effigies païennes. Donc ils se sont rabattus sur les rares endroits où on faisait des libations à des divinités. Donc, pour préciser un peu de quoi il s'agit, parce que depuis tout à l'heure je vous parle de tatouage, mais c'est vrai qu'on n'en a pas vu un réellement en entier. Donc le tatouage samoan, il y a une forme destinée aux hommes et une forme de tatouage destinée aux femmes. On va voir après s'il y a du tatouage féminin. Le tatouage masculin, c'est un tatouage que j'appelle un tatouage standardisé, au sens où tous les sujets mâles portent le même tatouage. C'est pas exactement le même tatouage, dans la mesure où les ornementations, les petites décorations qu'on va insérer à l'intérieur de différentes parties peut varier d'un individu à l'autre, mais ce qui fait que le tatouage est un rituel, et ce qui fait que le tatouage est un rituel efficace, c'est le respect d'une structure, c'est-à-dire le respect d'un certain agencement de forme dans un ordre prédéfini. Donc on commence toujours par le dos et on finit toujours par les jambes. Il y a quelques tatoueurs qui font ça à l'envers, mais la règle de base, c'est du dos, de l'arrière vers l'avant et du haut vers le bas. Et selon donc ce découpage, c'est la structure du tatouage qui est toujours la même. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que quand on regarde les gravures du 19e siècle ou la façon qu'ont les tatoueurs actuels de pratiquer, et que d'ailleurs ces tatoueurs-là n'ont pas connaissance des anciennes gravures, la structure du tatouage est rigoureusement, strictement identique depuis qu'on a commencé à faire des relevés des tatouages. Donc ça, c'est un fait assez intéressant. Donc là, les différentes flèches que j'ai mises, c'est les noms vernaculaires, les noms locaux des différentes sections. C'est une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que la connaissance des noms du tatouage en fait n'est pas transmise aux personnes qui ont le tatouage. C'est-à-dire que les jeunes Samoans, et aujourd'hui de plus en plus aussi de jeunes Européens, viennent à Samoa pour se faire tatouer ça. Mais si vous voulez, ce que le patient reçoit, c'est un tatouage. Il ne va pas recevoir d'explication des motifs.
Ça, c'est quelque chose qui est toujours frustrant pour nous dans l'Occident, puisqu'on est très obsédé par la symbolique des motifs, le nom des motifs. À savoir, la personne qui reçoit un tatouage s'allonge, reçoit son tatouage et repart. Et on ne lui explique pas spécialement que veut dire quel motif, puisque en fait, c'est pas ça vraiment qui est important à savoir. Ce qui est important à savoir, c'est de rester en vie jusqu'à la fin, parce que c'est des tatouages qui peuvent donner lieu à des infections très graves. Et régulièrement, on a des cas de décès. Donc, le caractère initiatique et j'ai envie de dire le caractère révélatoire du tatouage savant n'a rien à voir avec la connaissance des motifs. Et même les tatoueurs eux-mêmes, qui connaissent le nom des motifs, pour ces tatoueurs-là, qui connaissent le nom de tous les motifs qu'ils utilisent et de tout le nom des parties des sections de tatouage, la plupart de ces termes que j'ai mis là sur le diaporama, en fait, on n'en connaît pas le sens. C'est-à-dire qu'on connaît on connaît l'appellation du morceau de tatouage, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors certains ont conservé un sens, comme le premier motif au milieu du dos, donc ça représente une pirogue à double proue, mais un grand nombre d'autres parties de tatouage possèdent des noms dont on a perdu la signification. Et moi j'ai envie de dire, en quelque sorte, si on a perdu la signification, c'est que vraiment la signification, c'était pas vraiment ça qui importait au départ. Il faut que j'ai une photo qui est sautée au passage, mais c'est pas grave. Donc ça, ce sont des photos récentes. Celle du haut, elle date de 2005, et celle du bas aussi d'ailleurs. Donc, le tatouage est pratiqué aujourd'hui de la même manière qu'il était pratiqué il y a... En tout cas, l'opération, les gestes techniques sont les mêmes depuis plusieurs centaines d'années. Et ce sont des opérations, si vous voulez, où on doit faire un certain nombre d'actions. Il y a deux groupes qui se découpent dans une opération de tatouage. Il y a le groupe des tatoueurs. Le tatoueur n'est jamais seul pour travailler, il est toujours accompagné de au moins 2 ou 3 assistants. Là, qui n'apparaît pas bien à la photo, c'est le groupe des gens qui encouragent l'action de tatouer. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant dans le tatouage savant, c'est que c'est quelque chose c'est un événement très relationnel. C'est-à-dire que pour qu'un tatouage se déroule bien, il ne suffit pas que le tatoueur soit doué et soit virtuose, mais le plus important pour qu'une opération, pour un rythme de tatouage se déroule bien, il faut que les deux groupes aient installé un bon relationnel. Et pour installer un bon relationnel entre ces deux groupes, il faut que la famille qui accueille le tatoueur fasse un certain nombre de prestations, c'est-à-dire qu'on doit s'adresser au tatoueur avec des termes cérémoniels très précis, on doit lui distribuer de la nourriture à des moments précis avec une certaine forme d'étiquette. Et aujourd'hui, le tatoueur qui se déplace dans une famille pour tatouer des jeunes hommes ou des jeunes filles, on lui paye ses paquets de cigarettes, on lui donne de l'argent pour l'essence, et d'une manière générale, on lui donne tout ce qu'il désire. C'est-à-dire qu'en général, ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais s'ils voulaient, ils pourraient demander à peu près n'importe quoi qui les intéresse dans une maison. Je ne connais pas de tatoueurs qui soient tyranniques à ce point-là, mais en principe, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Donc ils ont beaucoup de pouvoir, et surtout, ils ont un certain pouvoir aussi sur le patient, c'est-à-dire que si s'ils jugent que leur relation avec la famille ne se passe pas bien, ils peuvent interrompre le rituel et mettre la famille qui finance dans un embarras assez important, puisque, à savoir, quelqu'un qui ne finit pas son tatouage, c'est une source de honte qui va durer toute la vie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai assisté après les opérations, en général, on boit une bière, on discute avec les gens, et il y a tout un tas d'histoires sur un tel de tel village qui n'a pas fini son tatouage parce qu'il avait trop peur ou c'était un lâche. Et ce genre de récits, de lâcheté ou de récits de mauvais traitement de la part des familles envers les tatoueurs, c'est des histoires qui tournent beaucoup sur le territoire et qui sont de nature à déshonorer les familles. Donc, en général, on fait tout ce qu'on peut pour que le tatoueur soit le plus satisfait possible de sa relation avec la famille du patient. Une autre chose très importante, c'est ce qui s'appelle le tatouage.
C'est-à-dire, c'est l'acte de faire une prière silencieuse et d'encourager l'action du tatoueur. Donc, en général, tous les gens qui sont assis dans une salle où on est en train de tatouer quelqu'un sont inactifs ou se contentent d'agiter un éventail pour chasser les mouches. Ou éventuellement, on va, comme là sur la photo, presser la tête du patient ou lui masser les pieds pendant qu'il se fait tatouer. Donc tout ça, en fait, participe de l'encouragement de l'action. Et ce concept, tapouari, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans un certain nombre d'actions à Samoa. Donc le tapouari, c'est ce que, par exemple, une partie du village faisait quand l'autre partie allait à la guerre. Toujours une partie du village qui est restée au village pour prier. Donc on fait ça pendant le tatouage, on faisait ça pendant la guerre. Aujourd'hui, on fait ça. Les gens qui sont dans un stade de rugby qui encouragent l'équipe nationale font ce qu'on appelle le tapouari aussi. Et de façon un peu plus triviale, lorsqu'on est en voiture avec quelqu'un qui conduit, à intervalles réguliers, on va lui réciter des formules d'encouragement justement pour que sa conduite se déroule bien et qu'il n'y ait pas de problème particulier. En particulier, lorsqu'on conduit de nuit. En général, à savoir les choses les plus, comme dans plein d'autres sociétés, le contexte le plus risqué en termes d'attaque d'esprit, c'est la nuit. Et si on fait ce tatouage, et pendant le tatouage, c'est parce que tout problème qui va survenir, toute complication, toute plaie qui surinfecte, n'est pas interprété comme un problème physiologique ou médical, mais va être interprété comme non-respect des interdits, et finalement le tatouage, en fait, la plaie va fonctionner comme un symptôme d'un mauvais comportement du patient ou d'un mauvais comportement de la famille. Donc le fait de faire ce tatouage, ça permet aussi de limiter le risque d'attaque d'esprit, puisque le pigment, la manière dont on fabrique le pigment, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les esprits agissent sur l'encre. Et si le pigment a été réalisé de manière inappropriée, c'est-à-dire sans fabriquer d'abri particulier, sans que cette combustion ait été faite avec d'autres procédures qui permettent d'éviter que de l'air traverse l'endroit où ça brûle. Donc si ce pigment est mal fait, on dit que les esprits ont emporté les propriétés de l'encre. Et si vous voulez, les problèmes qui peuvent survenir par un tatouage commencent au moment où on fabrique le pigment et se terminent uniquement dans la dernière séquence qu'on a vue tout à l'heure sur la vidéo, où on va masser le corps du patient et lui casser la nœud sur la tête. Donc pendant tout ce temps-là, il y a des risques d'attaque d'esprit et il y a des risques que le patient ait des problèmes. Il peut avoir des problèmes d'infection, mais parfois les plaies se surinfectent et nécessitent soit des greffes de peau, et lorsqu'on est à Samoa dans un endroit reculé, on peut effectivement décéder. Donc un décès à l'issue d'un tatouage, ça n'est jamais interprété comme un problème médical, mais c'est toujours interprété comme un problème relationnel et comme un problème de comportement. Donc ça, ce sont d'autres exemples de tatouages qui ont lieu dans la banlieue d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et c'est un autre aspect assez intéressant, puisque les Samoans, depuis l'indépendance du pays en 1962, ont commencé à migrer massivement vers les grandes villes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, et on a d'importantes communautés, une importante diaspora samoane en Nouvelle-Zélande, et effectivement, un certain nombre de tatoueurs ont également migré pour des raisons économiques. Donc, bien souvent, dans la banlieue d'Auckland, à l'heure actuelle, il y a deux, trois experts en tatouage rituel qui, la journée, vont travailler comme manutentionnaires dans des conserveries de poissons, et le week-end et la nuit, ils travaillent comme tatoueurs. Mais si vous voulez, le rituel est toujours le même. C'est simplement le contexte qui se déplace, mais tout ce qui est de l'ordre des prescriptions et des proscriptions rituelles, des tabous, ne change pas. Donc là, on voit une opération féminine, et on voit notamment, en général, on tatoue plusieurs filles en même temps. Donc c'est toujours 3 cousines, 2 sœurs, une cousine, et
à cette occasion, il y a plus de femmes qui participent aux opérations. Une autre spécificité du tatouage samoan, c'est les soins qui accompagnent l'opération. Lorsque vous allez dans un studio de tatouage en Europe ou n'importe où dans le monde, en général, on vous met un peu de vaseline, on vous met une espèce de cellophane et on vous dit regarde ça pendant 24 heures et puis tu commenceras à te laver. Aujourd'hui, enfin à Samoa, après une opération de tatouage, il faut se laver à intervalles réguliers avec du savon et quelqu'un doit vous masser les cuisses, doit vous masser la partie du corps qui a été tatouée. Pour les filles, c'est uniquement les cuisses, et pour les hommes, ça comprend du milieu du dos jusqu'au genou. Et ce type de massage en fait permet donc, effectivement de nettoyer la plaie, mais aussi des coups de. En fait, c'est un massage qui se fait par pression dans des muscles, donc c'est une sorte de massage lymphatique qui permet de drainer la lymphe et de faire couler donc, le surplus d'encre en même temps les Samoans n'interprètent pas ça comme ça, mais ça active aussi la cicatrisation. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, la dernière étape du tatouage, c'est ce qu'on appelle le saman APA, c'est-à-dire l'onction du tatouage avec un mélange de noix de coco et de poudre de curcuma. Donc, le curcuma, c'est une épice qui est très répandue en Asie du Sud-Est, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est jusqu'en Polynésie. Et en Océanie en particulier, le curcuma est utilisé dans beaucoup de contextes cérémoniels où on entre en contact avec des ancêtres ou des divinités et où on est dans un contexte de présentation devant le divin. Dans ce contexte-là, bien qu'on puisse faire des interprétations très alambiquées de type anthropologique sur le rapport au divin, le jour, la nuit, ici dans ce contexte-là, les Samoans interprètent l'usage de ce mélange de noix de coco et de curcuma comme un mélange qui va neutraliser les propriétés éventuellement maléfiques du pigment. Et on sait par ailleurs que le curcuma a des vertus antiseptiques et apaisantes pour la peau. Mais ce qui est recherché aussi, c'est que le corps soit le plus doré et le plus brillant possible dans ce contexte cérémoniel en particulier, puisque c'est également à cette occasion, donc vous l'avez vu qu'on fait des prières, que toute la famille est réunie et que le chef de famille est réuni. Et c'est important de mentionner la présence d'un chef de famille parce que c'est lui, en général, qui sert d'intermédiaire entre la famille du tatoueur et la famille du tatoué. Et c'est également lui qui est l'incarnation de l'ancêtre qu'il représente, puisque à Samoa, tous les chefs ont un nom d'ancêtre, et à ce titre, ils ont une portion, si vous voulez, ils incarnent le niveau de sacralité de leur ancêtre. Donc le fait de se présenter huilé de ce mélange-là devant un groupe de chefs, si vous voulez, c'est un petit peu par analogie, comme si on se présentait devant une assemblée de divinités. Évidemment, c'est un peu plus trivial. Après un rituel de tatouage, on fait la fête, on boit beaucoup d'alcool. Donc là, c'est le personne qui est au centre, c'est un notable de la capitale qui vient de se faire tatouer pour une somme faramineuse. Parce qu'il y a une dimension que je n'ai pas encore évoquée, c'est la dimension économique. Là, à savoir, le tatouage coûte cher. On peut le payer soit en argent liquide, soit en dons cérémoniels, donc on peut payer en nature ou en argent liquide, ou les deux. Donc les cérémonies de fin de tatouage, donc après la fameuse onction du tatoué, sont accompagnées d'une distribution très ostentatoire de certains types de grand nombre de dons. Ça va être des nattes cérémonielles, des cochons rôtis, des liasses de billets, des boîtes de corned beef, des cartons de boîtes de maquereau. On peut distribuer également des t-shirts, tout un tas de choses qui sont qui sont à la fois des biens de consommation, à la fois des biens de prestige. Et en particulier, ce monsieur-là avait payé quelque chose qui est l'équivalent de 10 000 $ US pour son tatouage. Donc si vous voulez, la somme qu'on va donner à un tatoueur, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. Donc on
le minimum, ça tourne à peu près à l'heure actuelle entre 1000 et 1500 euros pour un tatouage intégral. Mais effectivement, l'appréciation de ce moment-là va se répercuter, si vous voulez, sur la somme qu'on va donner ou la quantité de biens qu'on va donner au tatoueur. Donc si on est dans un rapport, si l'opération s'est déroulée de façon assez froide, dans un rapport vraiment pas particulièrement amical, il y a de fortes chances que la quantité de dons soit réduite au minimum. Et dans le cas où on organise une cérémonie plus importante avec beaucoup d'invités, et dans le cas où on est plus proche du tatoueur, on va organiser des cérémonies où on va montrer à tout le monde à quel point on est en mesure de dépenser de l'argent pour ce type d'ornement corporel. Alors il se trouve que lui, en particulier ce monsieur-là, s'est fait tatouer avec sa femme et qu'ils font partie des gens qui sont assez aisés dans la capitale. Et du coup, ils avaient organisé une énorme fête. Ils avaient dépensé, en plus de ce que leur a coûté le tatouage, plusieurs autres milliers de dollars pour nourrir toute l'assemblée. Donc il y avait le maire de la ville, il y avait un pasteur d'une des plus grandes églises du coin. Donc, ce sont des moments, voilà, si vous voulez, souvent le rituel est souvent tout de suite suivi d'une fête. Donc c'est un moment rituel qui devient festif une fois que le tatoueur a reçu son paiement. On se met vraiment à faire la fête. Alors, avant de passer à la partie un peu plus chronologique de ma présentation, il y a quelque chose qu'il faut préciser à propos du tatouage à Samoa, c'est que, donc, comme je vous le disais, les Samoans sont aujourd'hui à 98%, il me semble, tous chrétiens, soit méthodistes, soit protestants, soit catholiques, et qu'il n'y a aucun problème, aucun souci pour eux, d'ailleurs c'est presque une règle, d'inviter un homme d'église dans les cérémonies de fin de tatouage. Donc même si l'église n'est officiellement pas très chaude pour tolérer ce type de pratique, dans les villages, très souvent on invite un pasteur, et c'est lui qui va bénir le début de la cérémonie de fin du rituel. Et en général, cette personne-là, une fois qu'elle a fini son prêche, on lui donne une laisse de billets, puis il rentre tout de suite, il rentre chez lui, et on continue le rituel avec l'onction et l'œuf sur la tête. C'est pour ça que la vidéo qui a été faite, elle prêtait un peu à confusion, parce qu'on entendait encore des phrases de prière pendant les gestes d'onction et au moment où on casse l'œuf sur la tête. En réalité, ce sont deux moments séparés. Donc tout ça pour vous dire que, si vous voulez, les îles Samoa sont particulières en ce sens que l'acceptation de la religion chrétienne et la colonisation n'ont pas beaucoup affecté les pratiques qui étaient installées avant l'arrivée des Européens à Samoa. Et aujourd'hui, la religion traditionnelle à Samoa, c'est la religion chrétienne. Il n'y a pas un seul Samoan, à part certaines élites intellectuelles qui ont fait des études à l'étranger, qui vont vous expliquer que la religion d'avant c'était mieux ou qu'ils aimeraient retourner à la période d'avant le christianisme. Tous les Samoans sont chrétiens et la devise du pays c'est le Samoa est fondé sur Dieu. Donc il n'y a pas de contradiction à Samoa entre un rituel de tatouage et une prière chrétienne, de la même manière que ils se sont très bien accommodés de la colonisation allemande tout en continuant à pratiquer leur organisation politique traditionnelle. Ils ont une histoire coloniale assez particulière qui fait que ils n'ont jamais été colonisés longtemps et à chaque fois qu'ils ont été colonisés, on les a toujours laissé faire leur truc dans leur coin et on n'a pas essayé de transformer leur système politique. C'est ce qui fait qu'à l'échelle de la Polynésie, les îles Samoa sont connus pour ça. Le gros cliché sur les îles Samoa en Polynésie, c'est les îles Samoa, c'est les plus conservateurs de la Polynésie, c'est les plus traditionnels, c'est les plus à l'ancienne. Et si vous voulez, ce cliché-là s'applique également à la pratique du tatouage. Donc très rapidement, ce que les premiers ethnographes allemands constatent à Samoa, c'est donc
c'est différents types de tatouages. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les missionnaires arrivent à Samoa vers 1830. Cela dit, les premières personnes à étudier le tatouage, ce sont les ethnographes allemands, donc à la fin du XIXe siècle, à peu près vers entre 1890 et 1910. Et ce qu'ils ont constaté à l'époque, c'est à peu près exactement pareil que ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc j'ai analysé en détail tout un tas de photographies anciennes, et la structure que je vous ai montrée tout à l'heure n'a pas changé depuis toutes ces années-là. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir qu'à partir de l'arrivée des Allemands, donc du pouvoir colonial allemand, et donc accompagné de tous ces scientifiques, des savants et des ethnologues, on va commencer à montrer le tatouage samoan à l'extérieur de l'archipel, notamment parce que, par le biais de ce que vous avez sûrement entendu parler, ce sont les expositions coloniales et les spectacles de curiosité. Et dès 1889, des groupes de savants commencent à être recrutés par des promoteurs de spectacles pour faire des tournées aux États-Unis et en Europe. Et là, nous, on rentre dans une nouvelle phase de l'histoire du tatouage samoan, au sens où... je ne sais pas pourquoi ça s'est déplacé, c'est pas grave. Au sens où le tatouage samoan va s'appuyer sur ces personnes tatouées pour construire des spectacles exotiques. Donc le premier groupe va être recruté en 1889 à Samoa et va être exhibé de San Francisco jusqu'à New York pendant plusieurs mois. Et ensuite, ce groupe-là va prendre le bateau et on va l'exhiber également dans différentes salles en Belgique et en Allemagne. Et de façon assez intéressante, la personne qui fait ça, la personne qui est la première à organiser ce type de spectacle, c'est quelqu'un qui travaillait chez Barnum, pour la société Barnum, qui, avant de devenir un cirque comme on le connaît aujourd'hui, organisait des exhibitions d'animaux exotiques et de sauvages, de primitifs, qu'on faisait se produire dans des petites salles de spectacle, dans des musées de cire et dans des cirques de curiosité. Le premier groupe est intéressant parce qu'il est assez symptomatique de la façon dont on a pu traiter les indigènes du Pacifique à l'époque, au sens où pendant leur traversée des États-Unis, ce premier groupe de savants commence à se rendre compte qu'ils avaient été recrutés. Ils étaient payés $12 par mois, mais ils étaient relativement maltraités, donc certains d'entre eux commencent à vouloir déserter, à s'associer avec des personnalités locales pour se faire payer un billet retour à Samoa. Et ce groupe-là, lorsqu'il arrive en Europe, il a déjà perdu 2 membres, et ils vont en perdre très rapidement un troisième à l'issue de leur spectacle de Bruxelles, où là, un des Samoans va mourir de la rougeole dans un hôpital à Bruxelles, et au lieu d'essayer de rapatrier son corps ou de l'enterrer, on va simplement le dépecer, comme si c'était un animal, et on va le monter son tatouage sur un châssis de bois qu'on va présenter comme un objet de science et de curiosité, et cet objet-là est toujours conservé aujourd'hui au musée des Arts Royaux de Bruxelles. Donc ça c'est pour un peu continuer à parler de cette histoire de l'entrée du tatouage samoan en Europe. On va voir après qu'il va faire une nouvelle phase de contact avec les Européens va se dérouler de façon un peu plus digne. Donc, dans ce premier groupe qui s'est produit en Europe, il y a deux autres personnes qui vont mourir lors de leur voyage au retour en passant par les États-Unis, puisque le premier promoteur en fait va revendre en quelque sorte sa troupe à d'autres promoteurs américains qui lui va faire tourner ce qui reste des Samoans dans le Midwest américain en plein hiver, c'est-à-dire avec des températures très froides. Et là, il y en a 2 autres qui vont mourir de pneumonie. Et un des 2 autres va, au lieu, comme on pourrait s'y attendre, d'être enterré ou au mieux d'être rapatrié à Samoa, un de ces 2 autres personnes décédées va être embaumé. Il va être exposé tout nu dans une boîte en pain comme objet publicitaire. Donc on va utiliser
après avoir été utilisé comme objet de séance et comme objet de foire, on va utiliser donc à nouveau un homme tatoué samoan comme un objet publicitaire, et ce gars-là va être exposé dans une boîte en pain pendant plusieurs semaines dans un salon funéraire pour faire la promotion du savoir-faire du thanatopracteur qui travaille dans ce salon funéraire. Donc d'autres exhibitions de Samoa vont avoir lieu, et il y en a eu quasiment une dizaine entre 1889 et 1910. C'est quelque chose qui s'arrête, hein, qui connaît un arrêt assez brutal à partir de la Première Guerre mondiale. On imagine pourquoi. Donc, après ce premier groupe, un grand nombre d'autres groupes en fait, vont être recrutés, donc soit pour participer à des expositions universelles à Chicago, à San Francisco, soit pour si vous voulez, continuer à faire ce type de spectacle un petit peu scientifico-commerciaux en Europe. Donc là, je vous ai mis simplement une illustration des jeunes qui animaient le village samoan à l'exposition universelle de Chicago en 1893. Donc ça, c'est un dessin qui avait été fait en 1895 à Berlin à l'occasion d'une étude scientifique. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois que ces groupes samoans passaient par Berlin, passaient par l'Allemagne et par Bruxelles, ils passaient par le biais d'un réseau de salles de spectacle dont les propriétaires étaient deux frères, qui étaient des sculpteurs de cire. Donc en fait, à la base, c'était un musée Grévin qui, occasionnellement, organisait des spectacles un petit peu exotiques. Et à chaque fois que ces groupes-là se produisaient dans ces salles-là, il y avait des savants très connus de l'époque, hein, des fondateurs de musées, des célèbres pathologistes qui venaient prendre des mesures des indigènes, de sorte qu'il y avait une espèce de collaboration qui s'était faite entre d'une part les scientifiques et d'autre part les promoteurs et les propriétaires de salles de spectacle, au sens où les promoteurs garantissaient un approvisionnement régulier en spécimens humains aux scientifiques. Les scientifiques, en retour, n'avaient plus besoin de voyager pour faire leurs mesures, parce qu'à l'époque, on travaillait sur la diversité humaine, et non pas au sens ethnologique qu'on connaît aujourd'hui, mais en faisant des mesures. On mesurait le crâne, on mesurait la taille des tétons, la longueur des bras, et effectivement, les Samoans, à cette époque, ont fait l'objet d'études détaillées de leur tatouage. Et donc ces scientifiques-là, en fait, s'associaient avec ces personnages qui manquaient pas de... Enfin, dont les objectifs n'étaient pas les mêmes, puisque les gens qui organisaient ces spectacles, ils l'organisaient pour gagner de l'argent. Et si vous voulez, la collaboration se faisait parce que les organisateurs de spectacles avaient besoin des scientifiques pour obtenir des attestations. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas organiser ce type de spectacle si les scientifiques n'étaient pas venus étudier les groupes en expliquant que, effectivement, c'était des groupes intéressants parce qu'ils étaient authentiques, ils étaient en bonne santé, ils n'étaient pas malades. Et donc la police de l'époque, en Belgique et en Allemagne, autorisait ces spectacles à condition que les scientifiques attestent de l'authenticité des spécimens qui étaient présentés dans ces lieux. Donc ça, c'est une sorte de flyer de l'époque pour présenter, là, ce qui est écrit, c'est le passage panopticum, c'est une salle très connue à Berlin à la fin du XVIIIe siècle, et donc on y présente 42 demoiselles de l'autre bout du monde. Donc il y a une période aussi de ces exhibitions où on a un petit peu arrêté de montrer des hommes et où on a tout misé sur le côté érotisant, le côté lascif des femmes polynésiennes. Donc, après le premier groupe d'exhibition, le premier groupe qui est venu en Europe, les autres groupes de Samoans qui sont venus se produire en Europe étaient essentiellement des groupes féminins, puisque il y a eu un changement qui s'est opéré. On ne montrait plus des guerriers, des gens soi-disant cannibales, on montrait plus des spectacles qui étaient très masculins, très virils, et qui étaient très orientés vers une démonstration de la force brutale des sauvages, mais on est passé à une autre vision, une autre organisation de ces spectacles vers une vision beaucoup plus érotique, beaucoup plus érotisante et beaucoup plus féminisée des îles du Pacifique.
Donc ça c'est l'affiche de l'exposition de Cologne en 1910. Donc ça c'est l'époque où les Samoans font partie de l'empire colonial allemand, et donc on essaie de montrer qu'on a de nouveaux compatriotes qui sont vachement sympas et super intéressants, et que surtout les femmes sont très belles, et qu'elles se promènent la poitrine nue, et que c'est très beau, c'est très érotique. Donc on a encore ça en 2005. Un parc d'acclimatation allemand a embauché une quarantaine de Samoans pour faire un spectacle de danse pendant 6 mois. Donc si vous voulez, on est encore d'une certaine manière toujours dans ce type de vision du bon sauvage polynésien qui est bien musclé, dont les femmes sont belles. Donc on est toujours un petit peu dans cette vision. Entre 1910 et aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé dans les mentalités. Donc, après évidemment, après 1910, on est dans la Première Guerre mondiale, il ne se passe pas grand chose au niveau de l'histoire du tatouage samoan, à part des faits anecdotiques, comme en 1904 notamment, un aristocrate anglais qui va se faire tatouer à Samoa et qui va rentrer très rapidement à San Francisco parce qu'il s'est infecté. Mais il y a des choses anecdotiques, des rencontres entre des Européens et des Samoans qui, lorsqu'elles sont publiées par les journaux, c'est parce que les personnes dont il est question sont des personnes célèbres, notamment cet aristocrate. L'histoire anecdotique de cet aristocrate que je viens de mentionner, elle a fait l'objet d'un article de journaux parce qu'il était marié à une célèbre actrice américaine à l'époque, sinon on n'aurait jamais rien su. Une autre période plus significative du tatouage samoan, c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Pacifique, parce qu'à cette époque-là, une partie des îles Samoa est devenue une base navale américaine, et il y a plusieurs dizaines de milliers de GI américains qui sont présents, parfois en même temps aux îles Samoa, et les tatoueurs locaux, au lieu d'avoir, si vous voulez, ce type de situation, pourrait se dire, bon, il y a beaucoup d'Américains à Samoa, donc les Américains vont se faire tatouer à Samoa. Et en fait, au lieu de ça, ce qu'on constate à cette époque-là, entre 1948 et 1951, donc un petit peu après la guerre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les tatoueurs samoans qui semblent s'être inspirés de ce qu'ils ont vu sur les corps des Américains. Donc ça, c'est une exemple de tatouage traditionnel, mais à la même époque, un Britannique qui a fait une cinquantaine de relevés de tatouage va noter quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire l'introduction de motifs américains, vraiment de tradition patriotique américaine, à l'intérieur du tatouage traditionnel. Et donc là, on voit que certaines zones traditionnelles sont remplacées par l'aigle, par le célèbre motif, c'est les deux mecs qui se serrent avec écrit True Love, le vrai amour. Et on voit qu'il y a une certaine forme d'adoption de l'iconographie traditionnelle américaine dans le tatouage samoan. Donc à cette époque-là, aux États-Unis, on pratique à peu près ce type de tatouage. C'est-à-dire du tatouage patriotique, du tatouage qui montre des éléments de marine. Et c'est en quelque sorte un âge d'or du tatouage aux États-Unis, puisque la plupart des tatoueurs professionnels dans les années 30, 40, 50 travaillent en une clientèle exclusivement des militaires et des marins. Et certains tatoueurs très talentueux vont émerger de ce type de pratique. Les premiers tatoueurs à être vraiment connus sont connus parce qu'ils réalisent des tatouages militaires, mais de meilleure qualité que leurs voisins. Donc vous voyez, si on compare les deux, on a une forme d'introduction de motifs traditionnels américains dans le tatouage samoan. Ensuite, après cette période-là, c'est dans la période qui va plus ou moins commencer dans les années 60, donc de migration, de migration des Samoans vers l'extérieur de l'archipel, où on va commencer à avoir, donc comme je vous disais tout à l'heure, des tatoueurs samoans qui dès les années 70 s'installent à Auckland et qui commencent donc à tatouer les membres de la diaspora. Et là, si vous voulez, les échanges
entre les Européens et les Samoans vont devenir beaucoup plus fréquents et vont donner lieu à ce que les chercheurs appellent des échanges incorporés, où, si vous voulez, la relation entre un groupe de Samoans et un Européen en particulier va passer bien souvent par l'acquisition d'un tatouage. Donc là, on voit par exemple un Samoan qui est marié à une Kiwi, une néo-zélandaise, qui se fait tatouer chez un membre d'une famille de tatoueurs. Et là, cette photo-là, elle est intéressante parce que c'est des photos qui ont été prises dans des salons, dans des living rooms de familles samoanes en Nouvelle-Zélande. Et celle-là, elle est intéressante parce que dès la fin des années 70, on a déjà tout le contexte actuel est déjà présent, si vous voulez, installé dès la fin des années 70, puisque certaines personnes dans cette photo en fait, sont assez intéressantes, notamment le blanc bec tout maigre là, qui est un petit peu à droite de l'image. C'est un artiste, à l'époque c'est un peintre très connu en Nouvelle-Zélande, et derrière lui, il y a également l'ethnologue. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a déjà les artistes néo-zélandais, les photographes professionnels et les ethnologues s'intéressent déjà à cette pratique de tatouage qui migre de l'archipel vers la Nouvelle-Zélande, et on s'intéresse aussi à ces phénomènes d'hybridation, de transport, de transfert culturel. Et donc on a déjà toutes les catégories d'acteurs qui sont installés. On a un pasteur samoan, on a la famille, on a l'artiste qui vient se faire tatouer chez les Samoans, et on a également l'anthropologue. On a déjà tout, les années 70, tout le contexte est déjà posé. Donc ça c'est une photo des années 90 qui illustre un petit peu l'intérêt que qu'une certaine communauté de gens qui s'intéressent au tatouage tribal, donc comment ça montre un petit peu l'usage qui est fait de ce tatouage en Europe, parce que là c'était un couple de Hollandais qui pose devant la caméra. Et si vous voulez, à partir, si je vous montre cette photo, c'est pour illustrer le fait que à partir d'une seule personne, qui est donc ce tatoueur là qui est assis par terre, va se développer tout un réseau d'amitié et un réseau d'échange de savoir-faire entre, d'une part, les experts rituels samoans, donc lui qui est installé en Nouvelle-Zélande, mais aussi son frère qui est installé à Samoa et un autre frère qui est installé en Australie. À partir de ces personnes-là, va se constituer tout un réseau, un réseau d'amitié, un réseau de parenté rituelle, un réseau d'échanges professionnels. Et ces gens-là vont commencer à être invités dans les premières grandes conventions européennes de tatouage. Donc, par exemple, son frère, ce monsieur-là, a été invité en 1985 à Rome à participer à ce qui est probablement une des premières conventions de tatouage en Europe, où il va se rendre compte qu'il y a une véritable communauté de gens qui s'intéressent au tatouage. Il va se rendre compte qu'il est très apprécié, qu'il est très valorisé, que son savoir-faire est extrêmement... il se rend compte qu'on aime beaucoup le tatouage tribal, que son savoir-faire est très envié. Et donc les Samoans, à partir des années 70, à partir du début des années 80 plutôt, vont commencer à voyager un petit peu partout où on va les inviter, donc en Nouvelle-Zélande, en Europe, aux États-Unis, à Hawaï. Et à cette occasion, donc, ils vont développer un certain nombre d'amitiés et ils vont aussi être très sollicités pour apprendre leur savoir-faire à des gens qui ne sont pas samoans. Et donc, c'est à partir de là que, véritablement, le tatouage samoan va vraiment se globaliser, puisqu'il va passer d'une pratique qui était un petit peu cantonnée à la diaspora à une pratique vraiment globale où ils vont se mettre également non plus à faire que des tatouages intégraux traditionnels, mais ils vont faire des morceaux de tatouage. Donc ils vont se mettre à commercialiser des échantillons de tatouage traditionnels, soit dans le cadre d'une relation amicale, soit, la plupart du temps, dans le cadre d'une relation strictement commerciale. Donc ils se rendent compte aussi qu'il y a vraiment moyen de s'enrichir avec cette pratique-là, alors que jusque-là, les tatoueurs samoans, notamment lui,
devait aller travailler à l'usine toute la journée et tatouer le soir, il se rend compte que finalement il peut gagner très bien sa vie en Nouvelle-Zélande en ne faisant que du tatouage. Et au point qu'aujourd'hui, le tatoueur le plus célèbre à Samoa, c'est quelqu'un qui gagne probablement plus d'argent que le Premier ministre. Donc, différents types de raisons. Pour des raisons économiques, aussi parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens très sympathiques en dehors des îles Samoa, qui ont beaucoup de s'allier. Ils se rendent compte également que dans les autres îles de Polynésie, où le tatouage a disparu, il y a une nouvelle génération qui veut réapprendre la technique traditionnelle. Donc le seul moyen à l'époque, c'est d'aller voir des Samoans et de se mettre dans une position d'apprenti, c'est-à-dire de se mettre au service d'un expert samoan, afin d'apprendre ce qu'on peut, le plus qu'on peut, dans la mesure du possible, sachant que c'est une technique qui est extrêmement complexe à acquérir. Et donc ils vont en particulier, donc ce monsieur-là, va commencer à former un réseau d'apprentis. Donc il va former quelques apprentis. Donc là, on le voit là, il est assis sur l'image de gauche, il est accroupi sur l'image de gauche au centre, et il va organiser, c'est lui qui va organiser la première convention de tatouage à Samoa. Donc en fait, il faut organiser ça vraiment sur le modèle des conventions européennes qu'ils ont l'habitude de fréquenter, et aussi pour montrer, c'est aussi une façon pour eux, parce qu'en fait là, ce dont je parle à l'heure actuelle, ça concerne vraiment une seule famille. Tous les autres tatoueurs à Samoa à l'époque, il y en a d'autres, mais ils sont très peu connus, ils ne parlent pas anglais, ils voyagent très peu parce qu'on ne les invite pas, et ils sont cantonnés à une pratique beaucoup plus traditionnelle et une pratique beaucoup moins rémunératrice. Sur l'internationalisation du tatouage et le fait que le tatouage s'est retrouvé au centre du revival de toutes les pratiques polynésiennes de tatouage, et vraiment s'appuie vraiment sur trois frères, et en particulier deux frères de la même famille, qui ont développé des liens tous azimuts, parce qu'ils avaient compris l'intérêt qu'il y avait aussi pour eux de le faire, et ils étaient aussi dans une position où ils étaient les derniers dépositaires de ce savoir-faire, et donc ils avaient bien compris aussi la mission, en quelque sorte, qui leur était confiée, c'est-à-dire de réapprendre aux autres Polynésiens à récupérer leur ancienne pratique de tatouage. Il se trouve que dans ce mouvement de réappropriation, de revival, il y a un certain nombre de tatoueurs occidentaux qui se sont dit que c'était pas mal aussi d'enrichir leur savoir-faire de cette pratique traditionnelle. Et de sorte qu'aujourd'hui, les tatoueurs savants sont extrêmement demandés partout dans le monde, et qu'ils font probablement partie des seuls tatoueurs à ne pas payer à leur stand lorsqu'ils s'inscrivent dans une convention. Donc c'est vraiment les gens qui ont une porte grande ouverte, en espérant pouvoir récupérer tout ce qu'on peut, c'est-à-dire un savoir-faire, un groupe de motifs, et certains tatoueurs sont tout simplement juste contents de se faire prendre en photo avec un de ces experts savants. Donc tout ça pour dire que ils vont s'associer avec différents types de gens et parfois se disputer. Et donc il y a certaines personnes avec qui ils sont complètement froids. Et ils vont commencer à créer des conventions de tatouage à Samoa sur le modèle des conventions européennes. Donc le but de ces conventions, c'est pas de montrer du tatouage traditionnel, c'est de montrer que tatouage traditionnel et tatouage européen font partie d'une même communauté. Et donc à l'occasion de ces conventions, il y a donc quelques tatoueurs savants, mais il y a beaucoup de tatoueurs étrangers et tous sont là pour tatouer. Donc il n'est pas, si vous voulez, c'est pas une démonstration de la tradition samoane, c'est plutôt de montrer que le tatouage samoan fait partie d'un réseau global. Il y a des Maoris qui viennent, il y a des Tahitiens qui viennent, il y a des Hollandais, des Américains, des pieds noirs savoyards, enfin il y a un peu de tout. Certaines personnes, c'est aussi pour vous montrer comment cet engouement pour le tatouage traditionnel a pu se développer. Donc, il y a eu une première phase à la fin des années 80 où des tatoueurs américains célèbres sont allés à Samoa se faire tatouer, sont revenus en Californie. En général, ils étaient un petit peu tous californiens, et ont commencé à publier dans des revues spécialisées.
et à faire savoir un petit peu au monde entier que le tatouage à Samoa, c'était le dernier endroit où on n'avait pas perdu la tradition, que c'était un tatouage plus authentique, tout ça. Et donc par la suite, donc ce réseau dont je parle, ce réseau d'interconnaissance et cette communauté de tatoueurs un peu globalisés, va aussi s'appuyer sur des personnages particuliers comme des blogueurs ou des journalistes. Donc là sur la photo, vous avez deux journalistes, un tatoueur maori, un tatoueur hawaïen et un tatoueur hollandais. Et le hollandais est à la fois tatoueur mais aussi galeriste. Donc ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui collectionnent beaucoup d'objets d'art tribal. Et le tatouage, pour eux, si vous voulez, fait partie aussi de leur collection. Pour ce qui est de ces deux autres personnages, le hawaïen et le maori, là on est à la fin des années 90, début 2000. Pour eux, le fait de s'associer avec des Samoans pour réapprendre l'utilisation des outils traditionnels, ça va être très important puisque ça va être à partir principalement de ces deux personnages que beaucoup de tatoueurs maoris vont réapprendre l'ancienne technique de tatouage. Et également, l'hawaïen, ce gars-là qui est installé à Hawaï, va être très important parce qu'il va mettre le pied à l'étrier à beaucoup de jeunes hawaïens d'origine polynésienne diverses. Il va leur apprendre la technique. Et à l'heure actuelle, ce monsieur se déplace aussi aux États-Unis pour apprendre aux Premières Nations indiennes le tatouage traditionnel. Même si en réalité, dans beaucoup de Premières Nations indiennes, le tatouage, la technique n'a aucun rapport avec la technique polynésienne, mais on est arrivé à un stade où le tatouage samoan, la technique du tatouage samoan est considérée comme la technique traditionnelle par excellence. Que au plus on se rapproche de la source qui existe samoa, et au plus on capte de cette espèce de pouvoir. C'est assez marrant d'ailleurs de voir à quel point les tatoueurs samoans, des fois, moi je me suis souvent retrouvé chez des amis tatoueurs, et de voir des Européens arriver comme s'ils allaient venir voir le Dalai Lama, donc avec des offrandes, en se mettant à genoux. C'est assez drôle parce qu'en fait les tatoueurs ne se prennent pas autant au sérieux que ça. Donc si vous voulez, c'est une pratique qui a pris une valeur assez incroyable dans le tatouage professionnel euro-américain. Au point que, il me semble, à mon sens, et on pourra discuter, j'aurai un petit peu de temps à la fin pour poser des questions, au point que moi, j'ai tendance à penser que la popularité actuelle du tatouage repose largement sur des emprunts culturels qui ont été faits dans les années 80 par les tatoueurs occidentaux à Samoa et en Polynésie en général, puisque à cette époque-là, l'image que je vous montre, elle n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. À cette époque-là, il y a quelques tatoueurs californiens qui sont dans une démarche d'avant-garde, c'est-à-dire qu'ils ont envie de sortir de la pratique du tatouage du militaire, et ils veulent élever le tatouage à un rang un peu plus noble, et ils veulent vraiment en faire un art plastique. Et donc, une poignée d'entre eux ont l'idée d'aller puiser de l'inspiration ailleurs. C'est une forme d'orientalisme, de primitivisme, au sens où certains d'entre eux vont aller au Japon, ils vont se rendre compte que les tatoueurs japonais, malgré les technologies de base, sont capables de faire des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus raffinées que ce que font les Américains à l'époque. Et dans le même temps, d'autres tatoueurs vont aller à Samoa, ils vont se rendre compte que les Samoans ont une technique très intéressante qui permet de tatouer très rapidement et qui permet de produire une iconographie qui n'était pas connue des Européens donc à cette époque-là, à la fin des années 80. Et donc, ces personnes-là, qui sont très impliquées dans un processus d'anoblissement de la profession, et qui sont aussi impliquées dans l'amélioration des normes d'hygiène,
vraiment sortir d'une espèce de ghetto du tatouage pour en faire une forme d'art, vont largement puiser dans les iconographies de Polynésie, d'Asie et d'Asie du Sud-Est, comme à Bornéo, pour transformer radicalement, pour enrichir de façon vraiment importante la pratique américaine de l'époque, du début, milieu des années 80. Et c'est vraiment sur ce petit terreau-là que va s'enrichir en quelque sorte l'offre des tatoueurs occidentaux. Et, si je vous dis ça, c'est parce que on entend souvent la première question qu'on me pose, mais qu'on pose à d'autres pour expliquer. On demande toujours, mais comment vous expliquez le fait que le tatouage soit qu'il y ait un tel engouement pour le tatouage et que le tatouage soit devenu si répandu. Alors il y a des grandes théories psychologiques qui vont vous expliquer que les individus ont besoin de s'individuer encore plus et qu'ils ont besoin de se customiser par le tatouage. Moi, si vous voulez, j'explique. Bon, on a aussi des explications très sociologiques, de changement de la société, de classe sociale qui se transforme, d'habitudes de consommation qui se transforment. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt. Moi, j'attribue donc cette popularité de tatouage à autre chose, c'est-à-dire au fait que c'est l'offre des tatoueurs qui a permis que le grand nombre de personnes trouvent leur compte dans ce que les tatoueurs avaient à proposer. À l'époque où les tatoueurs avaient à proposer que des bateaux, des mecs qui se servent des pin-up ou des Jésus-Christ, effectivement, il y a un certain nombre de la population qui peut-être ne s'y retrouvait pas. Quand les tatoueurs ont commencé à proposer des choses très ornementales, des choses beaucoup plus détaillées, avec plus de technicité, effectivement, on s'est rendu compte que peut-être que pouvait susciter l'intérêt d'un plus grand nombre de personnes. Moi, si vous voulez, j'ai pas fait d'études statistiques sur le tatouage, mais d'après ce que j'ai vu dans l'évolution et dans l'implication de certaines personnes à certaines périodes de l'histoire du tatouage, il y a aussi de ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands mouvements sociaux qui peuvent expliquer le mouvement actuel du tatouage, mais si une poignée de personnes dans les années 80 n'étaient pas allées en Polynésie pour emprunter des motifs et pour enrichir leur répertoire iconographique, l'engouement d'aujourd'hui ne serait peut-être pas au stade où il en est. Mais on peut en discuter. Moi, c'est une idée que j'essaie de défendre depuis pas très longtemps, mais moi, si vous voulez, je préfère me baser sur quelques faits historiques afin de vouloir faire, si vous voulez, proposer une interprétation plutôt que de me baser sur des choses très évanescentes qu'on ne peut pas vraiment quantifier. Donc cette image-là, pour revenir à mon sujet, qui je pense qu'on pourra, ce sera le dernier point de la présentation, puisque cette image-là, en fait, elle illustre, même si elle date de 2001, elle illustre un petit peu la situation actuelle. Donc parmi ce réseau d'apprentis non samoans, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un premier groupe de personnes qui ont appris avec ce fameux tatoueur qui était installé en Nouvelle-Zélande. Ce tatoueur samoan installé en Nouvelle-Zélande est décédé en 1999 dans des circonstances assez tragiques, puisque sa femme l'a tué à coups de hache. Et 2 ans après, le frère de ce monsieur organise une autre convention de tatouage à Samoa pour célébrer, pour décorer les anciens apprentis de son frère. Et donc c'est à cette occasion que le tatouage samoan va rentrer dans une phase qui n'est pas encore terminée, qui est une phase de transmission transnationale, internationale, du savoir-faire rituel du tatouage. Donc à cette occasion, ces personnes-là qui forment donc, les premiers apprentis du frère vont recevoir le titre de chef coutumier de la famille. Donc à Samoa, il y a des titres de chef coutumier qui correspondent un petit peu à nos noms de famille, même si ça n'a vraiment rien à voir, et des titres de tatoueur. Et à cette occasion, donc, on va décorer ces 6 personnes du titre de chef coutumier du
tatoueur, donc on ne leur donne pas le titre de tatoueur, on leur donne le titre de chef, pour en quelque sorte matérialiser, pour célébrer le fait qu'ils ont abouti, ils ont, si vous voulez, complété leur apprentissage et qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes et commencer leur business dans leur coin. Ils sont plus dépendants, de la personne qui vient de décéder. Et donc, à la suite de cet événement, qui a fait pas mal de bruit à l'époque, la personne qui s'est mise à distribuer son titre de chef à des gens non savants, il a été très critiqué par des universitaires, des journalistes, des hommes politiques savants, mais il ne va pas s'arrêter. En fait, ça c'est les 6 premiers, mais 2 ans après, il va apprendre à tatouer à une femme, chose qu'on n'avait jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Il va également lui donner, de la manière qu'il a fait pour ces 6 personnes, il va lui donner son titre de chef, et il va continuer à faire ça jusqu'à aujourd'hui. Il en est à une douzaine de personnes. Donc dans tous ces genres, il y a des tatoueurs, il y a des businessmen qui travaillent dans l'industrie du tatouage, il y a une femme, il y a un Maori mais qui est plutôt sculpteur que tatoueur, il y a un Maori tatoueur, il y a donc là le fameux galeriste hollandais qui ne tatoue plus, qui fait du commerce d'œuvres d'art. Si vous voulez, de sorte que il a, en faisant ça, s'attache à des personnes. Donc, ces personnes-là sont extrêmement honorées d'avoir un titre de la chefferie samouraï, mais c'est aussi une stratégie pour s'attacher, pour que ces personnes-là soient automatiquement dépendants de la famille samouraï qui leur a donné leur titre. Et ça permet notamment à ce tatoueur samouraï d'avoir un réseau d'influence qui est vraiment global. C'est-à-dire que s'il va en Espagne, on le loge, on lui trouve un logement, on lui trouve de la nourriture, on lui trouve des assistants et on va lui prêter du matériel pour travailler. Et de la même manière, dans toutes les principales régions du monde où on pratique du tatouage. Effectivement, toute la région africaine, Arabie Saoudite et le centre de l'Europe un peu moins, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, avec cette stratégie de dispersion de son nom d'ancêtre à l'échelle de la planète, peut demander un petit peu n'importe quoi. Il peut avoir pour obtenir du soutien et de l'aide matérielle aux 4 coins du monde. Donc lui, il m'expliquait, je l'ai interviewé, la personne qui distribue ces titres, là, je l'ai interviewé au mois d'août, il me disait que s'il va en Hollande, il n'a pas besoin de se poser la question de comment il va faire pour se nourrir, pour se loger, pour se vêtir ou quoi que ce soit. Il y aura toujours un groupe de gens, un petit peu comme un réseau mafieux ou comme un réseau de bikers en quelque sorte. Ça fonctionne un petit peu en fait. C'est un parallèle qui est un peu risqué, mais le réseau qu'il a mis en place, même s'il n'a aucune activité illégale, fonctionne un petit peu de la même manière qu'un réseau de bikers. C'est à peu près la même chose. Au sens où partout dans le monde où il va, le fait qu'il s'appelle Suluwapé et le fait qu'il ait donné son titre à d'autres personnes va lui permettre d'être logé et de disposer de tout ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, souvent, il m'expliquait qu'au début de ses premiers voyages en Europe, c'était d'ailleurs souvent des bikers Hells Angels qui s'occupaient de lui à l'arrivée des aéroports. Donc, ça peut vous dire qu'il y a des choses qui sont. Il y a des choses qui s'imbriquent de façon assez intéressante entre le tatouage. Ce tatoueur savant qui est croyant, extrêmement dans la discipline, ancien maître d'école, très catholique, va parfois se retrouver dans des conventions avec des gens qui sont à l'opposé de ses valeurs, mais c'est justement la pratique du tatouage qui va réunir tous ces gens ensemble. Ouais. Oui, mais je vais m'arrêter comme ça. S'il y a des questions dans la salle, on peut lancer une discussion. Voilà. Simplement, pour terminer en 1 minute, depuis 1999, il y a 5 conventions internationales qui ont été organisées à Samoa, avec plus ou moins de monde, puisque c'est pas toujours évident d'aller à l'autre bout du monde lorsqu'on habite en France ou en Hollande.
Ça, c'est simplement, j'aime bien montrer cette photo parce qu'elle illustre vraiment la globalisation du tatouage Samon. Donc ça, le Samon, vous voyez là à droite de la photo, c'est le père sous OAP, donc c'est celui qui distribue ces titres de tatouage à certains de ses apprentis. Et depuis quelques années, il est invité tous les ans à Las Vegas par un businessman qui a fait fortune dans l'industrie du tatouage. Et donc à cette occasion, il rencontre Sylvester Stallone, d'autres acteurs hollywoodiens. Et c'est une photo que je trouve assez marrante parce que les Samoans sont très très fans de Rambo et de Rocky. J'imagine qu'il devait être extrêmement fier de poser à côté de Stallone. Et ça, c'est la dernière convention qui a eu lieu en 2012 et qui montre tout un tas de choses, mais qui montre aussi que si vous voulez, ce personnage-là, après avoir donné son titre aux apprentis de son frère, il a un petit peu réorienté la catégorie de gens à qui il s'est mis à enseigner son savoir-faire, et il est devenu c'est très recentré sur la Polynésie. C'est-à-dire que maintenant, la plupart de ses apprentis sont soit des gens des îles Tonga, soit des Samoans métis, ou des gens d'origine samoane qui n'étaient pas samoans. Et donc on voit là, dans son nouveau l'état de son réseau actuel, qui est plutôt un réseau très polynésianiste, avec 2 Tongiens et un vieux de la vieille hollandais, mais qui lui est là à toutes les conventions. Et parce que lui, il ne veut pas apprendre la technique de tatouage, c'est juste un gars qui est là tout le temps parce qu'il adore ça. Donc voilà.